Mais comment me taire quand plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique? Depuis plusieurs décennies, le Rwanda soutient une offensive militaire clandestine et terroriste sur le territoire national de la République démocratique du Congo. Et cela en totale violation des normes de souveraineté internationale et dans l'irrespect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ces offensives menées par le M23 de façon clandestine et terroriste ont déjà causé d'immenses pertes humaines et une déportation de plusieurs populations allant quelquefois à s'expatrier dans les pays les plus proches du Congo. Et le plus tragique et le plus triste, c'est que cette guerre, on n'en parle que très peu dans les médias occidentaux. À travers cette vidéo, nous allons explorer les différents éléments qui nous permettront de comprendre plus ou moins pourquoi, depuis des décennies, le Congo est en train de souffrir de cette guerre qui n'a que trop duré. Et nous allons tenter de répondre à quelques questions essentielles qui permettraient de comprendre de façon plus simple le conflit du Kivu. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Rivano Mabika, je fais des vidéos sur l'actualité, la politique et sur plusieurs autres sujets. Alors si vous aimez bien, on like, on partage, on s'abonne et surtout, on n'hésite pas de me dire en commentaire ce qu'on pense de cette vidéo. On y va. Rares sont les jours où l'actualité de ma région ne révèle pas un nouveau drame humain. La semaine dernière, plus de 50 personnes ont été massacrées à la machette dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Les femmes enceintes sont éventrées et les bébés mutilés. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Parmi les questions les plus importantes qui permettent de comprendre le conflit du Kivu, il est important de commencer par définir d'abord le M23. Qu'est-ce qu'on entend par M23? Le mouvement du M23 est un groupe armé actif dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il a été créé le 6 mars 2012 par les officiers des forces armées de la RDC en rébellion contre le gouvernement congolais. Ces officiers étaient d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense des peuples, en abrégé CNDP. Ils s'étaient intégrés dans l'armée congolaise après un accord de paix signé en 2009. Ils se sont mutinés en 2012, estimant que le gouvernement congolais ne respectait pas les modalités de l'accord. Le but réel du M23 est souvent sujet à débat. Officiellement, le groupe affirme vouloir protéger les intérêts de la communauté Tutsi et assumer la sécurité de la population. Cependant, des enquêtes sérieuses et des rapports récents suggèrent que le M23 est soutenu par le Rwanda et qu'il pourrait avoir des objectifs géopolitiques plus vastes, notamment la prise de contrôle des territoires stratégiques et des ressources naturelles. Et après avoir défini donc le M23, revenons-en maintenant au rapport qu'entretient le M23 avec le pouvoir politique rwandais. Quels sont les rapports qu'ils entretiennent? Quelle est la relation entre le gouvernement rwandais et le M23? Le Rwanda joue un rôle à la fois controversé et significatif dans l'insurrection du M23. Selon plusieurs rapports, y compris ceux de l'ONU, le Rwanda a fourni un soutien militaire et logistique au M23. Les forces de défense du Rwanda, RDF, sont accusées d'avoir directement participé au combat aux côtés des rebelles du M23. Des soldats rwandais ont été observés sur le terrain, utilisant des armes et des hautes technologies des systèmes de défense avancés. Le soutien rwandais au M23 est souvent comme une tentative de contrôler les territoires stratégiques et des ressources naturelles dans l'est de la RDC, ce qui conduit à des tensions accrues entre le Rwanda et la RDC. Après avoir analysé ce rapport, il est maintenant important de comprendre pourquoi les attaques du M23 ciblent principalement les zones minières, notamment la région du Kivu. Le M23 est impliqué dans l'exploitation des minerais de façon illicite dans le Nord Kivu. Dans sa prise de contrôle de la ville de Goma en novembre 2022, le groupe armé a étendu son emprise sur plusieurs zones minières riches en coltan, en or, en cobalt et autres minerais précieux. Le coltan en particulier est un minerai stratégique utilisé dans la fabrication des composants électroniques. Les revenus générés par cette exploitation minière illicite sont estimés à environ 800 000 $ par mois.
Ces fonds sont utilisés pour financer les opérations militaires du M23 et soutenir leur administration parallèle dans la région. Ces activités ont des conséquences dévastatrices sur les populations civiles, provoquant des déplacements massifs et exacerbant la crise humanitaire dans la région. Déjà, un seul cas de viol est grave et nécessite une action de nous tous. Lorsque vous recensez les pays au monde qui sont les grands exportateurs du cobalt, du coltan, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y a le Rwanda. Pourtant, il est facile de constater que le Rwanda n'a pas sur ses terres une telle quantité de minerais qui lui permettrait de devenir l'un des vendeurs les plus en vogue au monde et surtout avec de telles quantités. Mais d'où viennent ces minerais-là? Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. Sur le plan géographique, lorsque vous regardez la RDC, elle ressemble pratiquement à ça. Et lorsque vous regardez le Rwanda, il ressemble à ça sur la carte. Comment donc justifier qu'un si grand pays se fasse attaquer par un petit pays insignifiant et de rien du tout? Il est important de revenir sur la place du Rwanda dans le concert des nations. Il faut comprendre que le Rwanda est considéré comme étant le bon élève africain, c'est-à-dire celui qui a compris les codes et celui qui a bien assimilé les leçons du colonisateur. Et donc, sur le continent africain, notamment dans la zone des Grands Lacs, le Rwanda représente ce pays à travers lequel l'Occident a réussi à pouvoir faire passer ses codes à la fois de développement, de démocratie, mais aussi son idéologie expansionniste en tant qu'impérialiste. Et donc, il faut comprendre que le Rwanda bénéficie de beaucoup de faveurs et de subventions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Et donc, ce qui fait que sur le plan militaire, le Rwanda est mieux armé, plus armé que la RDC. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire l'élément militaire. Donc, il est impossible, malgré votre superficie, de pouvoir lutter contre des personnes qui sont mieux armées que vous, aussi moins nombreuses soient-elles. Ça, c'est le premier aspect, donc l'aspect stratégico-militaire. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. Le deuxième aspect, c'est l'aspect du territoire. Il faut comprendre que le M23 est constitué essentiellement des soldats de fortune, des personnes qui sont recrutées ça et là, et donc qui ont une certaine maîtrise du terrain réel. Et il faut comprendre qu'en RDC, le territoire étant assez vaste, le pays n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures d'accès aux zones reculées. Ce qui fait que lorsqu'il y a par exemple une attaque du M23, le temps que l'armée nationale du Congo se déplace pour se rendre dans cette région, alors le carnage a déjà eu lieu. Ce qui signifie que souvent les zones attaquées ne sont pas des zones assez grandes, mais ce sont des zones qui regorge de beaucoup de population parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un territoire vaste avec une grande population. Et donc, ces populations qui se font attaquer, qui se font agresser, facilement sont obligées de quitter ces zones pour pouvoir se déporter. Et donc, c'est un conflit dans lequel on retrouve non seulement des personnes mortes par milliers, mais également on retrouve beaucoup de personnes déportées qui ont été obligées de quitter certaines zones pour pouvoir se rendre dans des zones un peu plus sécuritaires et quelquefois même quitter le pays pour se rendre dans d'autres pays. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que l'armée congolaise
n'a pas assez de subventions. Et l'armée également souffre de corruption, ce qui fait que, n'ayant pas de subventions, souffrant de corruption, il n'y a pas assez de motivation pour que assez de personnes se lancent dans l'armée pour pouvoir défendre le pays. En réalité, s'il y avait des infrastructures, s'il y avait du financement conséquent, c'est-à-dire si le domaine stratégico-militaire était suffisamment financé, subventionné au Congo, je ne pense pas que le Rwanda aurait la force de pouvoir tenir tête face au Congo. Mais si le Rwanda arrive à tenir tête, c'est bien parce que le domaine militaire est non seulement relégué à l'abandon, mais en plus de ça, le soldat congolais fait face à une certaine précarité. Et donc, il est difficile de s'engager d'ailleurs même comme soldat, mais surtout, il est difficile pour le peu de personnes qui travaillent déjà en tant que soldats. Non seulement les infrastructures ne sont pas en bon état, mais en plus de ça, il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir subventionner. Donc, les subventions ne sont pas suffisamment fortes pour pouvoir soutenir un effort de guerre. Donc, au-delà de cette clochardisation du soldat congolais qui n'arrive pas à avoir des armes, qui n'arrivent pas à se défendre et qui surtout n'arrivent pas à avoir accès aux zones à risque pour pouvoir sécuriser les populations, il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction géologique. Il est très important de comprendre que le Congo est un scandale sur le plan géologique. Il y a plusieurs types de minerais. On parle du cobalt, on parle de l'uranium, on parle de tout ce que vous connaissez comme minerais qui permet de soutenir l'industrie internationale, notamment dans la technologie, notamment dans l'électronique, notamment dans le numérique. Et donc, voyez-vous que cela, d'une certaine manière, arrange les vendeurs et les acheteurs. Parce que ces acheteurs-là, sachant qu'ils peuvent acheter les minerais de façon clandestine, ils préfèrent passer par le M23 principalement, qui vend à travers le Rwanda ces minerais, mais à des prix quelquefois bradés sur le marché ou à des prix à l'amiable. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Toutes les zones qui sont naturellement nanties de richesses minières sont toujours des zones stratégiques, c'est des zones commercialement intéressantes. Et donc cette guerre profite évidemment à toutes ces multinationales et à toutes ces firmes qui, n'est-ce pas, pratiquent l'achat des minerais à travers le sang versé, mais surtout à un prix qui ne tient pas en compte des intérêts nationaux du Congo. C'est pourquoi vous allez remarquer que les Congolais sont seuls. Au-delà du fait que la MONUSCO et toutes les grandes missions de l'ONU sont sur le territoire national, il n'en demeure pas moins que le territoire reste néanmoins violé sous l'indifférence non seulement de l'Union européenne, des pays tels que la France, l'Angleterre, les États-Unis, mais surtout de toutes ces grandes firmes multinationales qui travaillent dans l'électronique et qui fabriquent des produits finis dont le fonctionnement dépend des minerais stratégiques tels que le cobalt et le coltan. Malgré les nombreuses enquêtes menées par l'ONU et la MONUSCO qui démontrent bel et bien l'implication du Rwanda dans les attaques et le génocide perpétré par le M23 sur le territoire congolais, le président Kagame et le gouvernement rwandais continuent de renier à bloc toute implication dans cette affaire. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. L'une des questions essentielles de cette vidéo, c'est de savoir pourquoi l'Union européenne et les Nations Unies, les pays européens, ne font rien pour pouvoir soutenir la RDC. Si réellement il y avait une volonté de sortir de cette guerre, ou plutôt de résoudre ce conflit, sachant que le Rwanda est le bon élève de l'Occident,
pourquoi ne pas permettre qu'il y ait la paix dans cette région? Il est très important de savoir que la paix de cette région, la résolution de ce conflit ne pourrait que déranger les multinationales. Et c'est un pays dont le Rwanda à qui profite la déstabilisation de ces régions pour pouvoir exploiter aisément les minéraux et toutes les richesses qu'on peut retrouver dans ces régions. La guerre qui oppose le Rwanda et la RDC est une guerre regrettable. Il est important pour la jeunesse africaine de comprendre que son implication est aujourd'hui nécessaire pour pouvoir non seulement comprendre ce conflit, mais parvenir à le résoudre avec des moyens de médiation politique. Mais surtout que cela puisse servir de leçon aux générations de l'avenir. Comprendre que nous sommes un continent qui doit faire face à un certain nombre de défis et que la guerre entre pays voisins, entre pays africains, ne pourra être qu'en notre défaveur. Il est également important pour nous, désormais, de ne pas seulement nous intéresser à l'histoire ou à ce qui se passe dans notre propre pays. Parce qu'en réalité, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Gabon, si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous devez comprendre que la guerre qui se passe en RDC, elle nous concerne tous. Et nous devons non seulement nous indigner sur les réseaux sociaux, nous devons dénoncer cela, mais en plus, nous devons tenter de comprendre ce conflit parce que la compréhension de ce conflit permettra que les élites de l'avenir ne puissent pas rentrer dans ces logiques qui ont longtemps disloqué l'Afrique. Nous devons tout faire pour unifier et réunifier l'Afrique pour que nous soyons plus forts et que nous soyons unis pour pouvoir lutter contre nos oppresseurs. Il est donc temps qu'une jeunesse africaine avertie et avisée prenne les devants pour aller mener ne serait-ce que la bataille médiatique. Cette bataille médiatique qui consisterait donc à faire en sorte que ce problème soit mis en avant sur les réseaux sociaux. Alors c'est pourquoi je vous demande de partager massivement cette vidéo, de la commenter pour qu'elle soit bien référencée, mais surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne.